Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Cher Président, cher Stéphane, chers collègues, mesdames, nous poursuivons ce matin nos travaux sur la parentalité dans les Outre-mer. Bienvenue à la rapporteure Elsa Schalck, qui rejoint l'autre rapporteur Victoire Jasmin. Donc, ces travaux sur la parentalité dans les Outre-mer menés en commun par nos deux délégations, la délégation aux Outre-mer, présidée par mon voisin de droite Stéphane Artano, et la délégation aux droits des femmes que j'ai l'honneur de présider. Outre les présidents des deux délégations, sont également rapporteurs Victoire Jasmin, sénatrice des territoires ultramarins, la Guadeloupe, et Elsa Schalck, c'est un petit peu plus à l'est, donc c'est beaucoup moins ultramarin en réalité, mais tout à fait investi sur le sujet et qui connaît bien ces territoires aussi. Nous entendons tout d'abord ce matin des représentants d'UNICEF France, Madame Jody Soret, responsable du service programme et plaidoyer, et Madame Mathilde Détré, chargée de plaidoyer programme Outre-mer. Bon, bienvenue à vous, mesdames. Nos attentes s'articulent autour de deux axes. Premièrement, connaître les actions menées par l'UNICEF dans les territoires d'Outre-mer et savoir comment vous adaptez vos missions d'action sociale à ces territoires, davantage touchés par la précarité, en particulier la précarité des mères seules, la non-scolarisation et le décrochage scolaire, en réalité, des jeunes, les grossesses précoces ou encore la présence de mineurs non accompagnés en grande difficulté. Deuxièmement, nous souhaitons connaître les recommandations de l'UNICEF afin d'améliorer la situation des enfants et familles d'outre-mer. À travers nos travaux, nous sommes à la recherche de solutions et évidemment d'outils pour que nos politiques familiales et sociales tiennent davantage compte des particularités ultramarines pour améliorer le soutien à la parentalité dans nos territoires ultramarins. Je vous remercie donc pour votre présence ce matin très matinale. Je laisse sans plus tarder la parole à mesdames Jody Soret et Mathilde Détré, et donc vous vous organisez comme vous le souhaitez au niveau de la prise de parole. Mesdames, bienvenue, et c'est à vous. Vous devez brancher le micro quand vous parlez et l'éteindre surtout quand vous ne parlez pas. Voilà ce que je vais faire moi immédiatement. Alors je m'essaye au micro, c'est bon, vous m'entendez bien? Bonjour Madame la Présidente, bonjour Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui pour parler de ce sujet qui est un sujet en effet très important, que nous on apporte plus généralement sur la question des droits de l'enfant dans les territoires ultramarins. Il nous a fallu un petit peu de temps pour y venir, puisque longtemps, c'est vrai que nos recommandations en matière de plaidoyer se sont concentrées davantage sur l'Hexagone. Et puis, on s'est rendu compte, notamment à l'occasion... on s'est rendu compte progressivement, mais notamment à l'occasion d'un état des lieux, ou plutôt d'une analyse de la situation des droits de l'enfant en France, qu'un certain nombre d'indicateurs concernant les territoires ultramarins nous alertaient particulièrement et venaient finalement objectiver une situation qu'on avait pu pressentir d'une autre manière. Donc peut-être pour représenter un peu plus globalement l'action de l'UNICEF en France. Donc l'UNICEF en France représente l'UNICEF, donc nous avons un mandat pour représenter l'Agence des Nations Unies pour l'enfance sur le territoire français et évidemment l'ensemble du territoire français. Donc nous sommes un comité national dont les principales missions sont le plaidoyer, la communication, la sensibilisation et également la collecte, puisque la collecte, notamment pour financer des programmes dans les pays en développement, a longtemps été, on va dire, l'arête dorsale en tout cas de l'action de l'UNICEF en France. Et puis les choses ont beaucoup évolué puisque aujourd'hui le service compte 15 personnes, donc le service plaidoyer compte 15 personnes, ce qui nous permet quand même de couvrir un certain nombre de sujets. Parmi lesquels, pour présenter tout de suite nos priorités, la protection au sens large. Nous incluons notamment les questions de pauvreté sous le chapeau de la protection, également les enjeux de santé mentale des enfants, ce qui est un sujet important, les enjeux vraiment de protection de l'enfance, incluant aussi la question de la prise en charge des mineurs en situation de migration. Et puis, nous travaillons aussi sur les questions d'éducation des enfants, notamment la question de l'accès à l'éducation. Et je me permets de préciser ces thématiques, puisque c'est notamment celles que nous avons commencé à approfondir dans notre travail sur les différents territoires ultramarins. Donc le rôle de l'UNICEF est finalement de formuler des recommandations
en direction des pouvoirs publics pour améliorer l'effectivité des droits de l'enfant sur le territoire. Pour cela, nous contribuons très fortement aux travaux qui sont menés par le Comité des droits de l'enfant de Genève dans le cadre de l'examen qu'il mène tous les 5 à 6 ans de la mise en œuvre de la Convention des droits de l'enfant en France. On attend des recommandations, notamment pour le mois de juin, de la part du Comité des droits de l'enfant. Et nous avons, dans ce cadre-là, beaucoup porté le sujet des territoires ultramarins. Donc, il est très fort probable que des recommandations de la part du Comité des droits de l'enfant à l'endroit de la France seront diffusées à partir de juin. L'UNICEF France a souhaité renforcer son action sur l'effectivité des droits des enfants dans les territoires ultramarins, comme je le disais. On avait déjà commencé un travail, notamment en Guyane, sur l'accès à l'éducation, puisqu'en 2020, nous avions publié une étude sur l'éducation en Guyane qui faisait notamment 37 recommandations autour de 3 thèmes. Favoriser l'accès à l'éducation des enfants éloignés de l'école, contribuer au renforcement des conditions de réussite éducative des enfants et renforcer la connaissance et la capacité des acteurs à respecter et promouvoir les droits de l'enfant, donc en Guyane. Depuis la publication de ce rapport, donc, nous avons un salarié qui se trouve en Guyane et qui travaille pour la réalisation de ces différentes recommandations. Et donc, nous pourrons y revenir un peu plus en détail par la suite, notamment quand nous parlerons d'éducation. Et puis, comme je le mentionnais un peu plus tôt, entre 2020 et 2021, nous avons mené plus globalement un travail sur l'effectivité des droits de l'enfant sur le territoire français. Et là, à ce moment-là, c'est vrai qu'on s'est rendu compte de plusieurs choses. Déjà, un certain nombre de données qui manquaient concernant l'effectivité des droits des enfants dans les territoires ultramarins, avec vraiment des situations, et vraiment on insiste sur des territoires ultramarins parce que, y compris sur le sujet des données, c'est très inégal ce qu'on peut trouver. Par exemple, on manque vraiment beaucoup de données concernant la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, alors qu'on va pouvoir en trouver davantage quand on parle de la Guadeloupe, par exemple, même si, évidemment, on est très exigeant s'agissant des données parce qu'elles nous semblent être la base de bonnes politiques publiques. Et donc, une de nos recommandations, c'est certain, sera de renforcer le travail autour des données, notamment concernant les enfants. Cet état des lieux dont Mathilde va vous dire un peu plus, il est en cours. Donc, on se présente aussi devant vous avec une certaine humilité, qui est que ce travail, nous aussi, nous sommes en train de le faire pour essayer de mieux comprendre la situation et pouvoir proposer les solutions les plus adaptées. Il sera publié le 20 novembre prochain, à l'occasion de la Journée des droits de l'enfant, avec vraiment un objectif pour l'UNICEF France, qui est de vraiment mettre la focale sur, finalement, l'égalité entre les territoires et notamment la nécessité de peut-être avoir on va dire une action un peu renforcée pour s'assurer de l'effectivité des droits des enfants en Outre-mer. Nous nous nourrissons donc pour le moment des données et des recherches disponibles. Mais nous souhaitons également associer les acteurs concernés sur les territoires. Donc nous menons un certain nombre d'auditions avec des acteurs pour essayer de comprendre un peu plus finement les réalités et surtout, on va dire, ne pas faire d'amalgame, y compris entre des territoires qu'on a parfois désignés comme l'outre-mer en général, et puis sur lesquels, voilà, je pense qu'il y a une réflexion, pas seulement de notre côté d'ailleurs. Donc pour le moment, on ne peut pas dire qu'on prétend, mais même plus globalement qu'on prétend ni à l'exhaustivité ni à la perfection, mais l'idée c'est vraiment pour nous, on va dire, d'avoir une mise de départ aussi sur cette question de l'effectivité des droits des enfants et ensuite de pouvoir évidemment co-construire des solutions. Donc les réflexions que nous allons partager avec vous aujourd'hui reflètent les premiers travaux que nous avons pu engager et puis certaines des contributions aux politiques publiques que nous avons pu proposer puisque on va dire qu'en parallèle nous avons quand même souhaité commencer à formuler des propositions notamment dans le cadre des assises de la santé de l'enfant puisqu'il nous semblait y avoir des besoins assez spécifiques malgré tout sur les enjeux de santé, et également dans le cadre de la préparation du pacte des solidarités, puisque comme vous le disiez, la précarité est particulièrement prévalente. Donc je passe la parole à Mathilde. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien ? Super. Je me permets de reprendre la parole après l'intervention de Jody Soré. Comme Jody Soré l'a dit, on est en train d'établir un état des lieux sur la situation des droits de l'enfant dans les territoires ultramarins. Je vais essayer de dérouler de manière synthétique les premiers constats et recommandations qu'on a faits, mais on espère laisser quand même de la place aux questions et aux échanges qui nous semblent quand même tout aussi importants. Donc on a commencé des travaux notamment sur la thématique pauvreté. On s'est rendu compte que la connaissance et l'analyse de la situation des enfants sont essentielles pour objectiver leurs besoins et pour développer des politiques publiques adaptées.
on se confronte, mais d'ailleurs pas que nous, à un double obstacle, qui est, comme l'a dit Jody Soré, le manque de données sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants en général, mais plus particulièrement dans les territoires d'outre-mer. Et puis le manque de données pour les territoires ultramarins, qui est quand même assez prégnant. À titre d'exemple, jusqu'à récemment, donc en 2020, le seuil de pauvreté utilisé pour mesurer le taux de pauvreté en Outre-mer n'était pas le seuil de pauvreté national, ce qui compliquait l'analyse de la pauvreté multidimensionnelle. C'est pour ça qu'à ce titre, on recommande à l'UNICEF de réaliser tout d'abord un état des lieux sur la pauvreté multidimensionnelle des enfants qui vivent dans les collectivités territoriales d'outre-mer. On considère aussi que le pacte des solidarités qui est en cours et pour lequel l'UNICEF mène un travail conséquent est un levier parce qu'il a notamment vocation à être décliné localement dans le cadre d'une contractualisation État et collectivité et qu'il prévoit une adaptation des politiques de lutte contre la pauvreté à certains territoires, dont les territoires ultramarins. Là aussi, on a formulé des recommandations qu'on pourra vous transmettre a posteriori. Mais à ce titre, on recommande vraiment de s'assurer de la mise en œuvre effective des mesures du pacte des solidarités dans les territoires ultramarins, en les adaptant au contexte tout en visant les mêmes résultats. Puisque des adaptations sont en effet nécessaires, mais elles sont acceptables uniquement si l'ambition des mesures n'est pas revue à la baisse pour ces territoires. On s'est aussi rendu compte que la barrière de la langue est un obstacle dans certains territoires dits d'outre-mer, notamment dans l'accès aux services publics et aux droits. C'est pour ça qu'on recommande aussi, dans le cadre du pacte des solidarités notamment, de développer une stratégie d'interprétariat pour favoriser l'accès aux services publics et aux droits des familles. Je me permets de faire une petite précision par rapport au logement, puisque ça me semble essentiel d'évoquer les logements dans les territoires d'outre-mer. Puisque selon le rapport d'information sénatorial du 1er juillet 2021, l'habitat indigne y concerne près de 110 000 logements, soit 13% du parc des 900 000 logements des DROM. Donc les difficultés d'accès au logement en Outre-mer, elles sont fortement accentuées aussi par l'existence d'un système dérogatoire au droit commun, où certains droits sont minorés, voire inappliqués. Par exemple, le droit au logement opposable n'est pas forcément en vigueur et certains droits sociaux ne sont pas alignés avec le droit commun, en tout cas en Hexagone. C'est le cas notamment du revenu de solidarité active ou des allocations logement. Donc il y a une distinction nette quand même qui est faite entre les collectivités territoriales d'outre-mer et l'Hexagone, et ça se retrouve également dans les textes du coup applicables. On peut parler de la circulaire du 26 août 2021 relative à l'anticipation des opérations d'évacuation des campements illicites et l'instruction du 25 janvier 2018 relative à la résorption des campements illicites et des bidonvilles, qui est sensibilisée à la réduction durable du nombre de bidonvilles dans les 5 ans à venir et qui ne s'applique pas dans les territoires d'outre-mer. Donc, face à l'ampleur de la dégradation de l'habitat et l'augmentation des logements insalubres, le législateur il a introduit du coup des dispositions spécifiques censées faciliter la résorption de l'habitat. C'est le cas de la loi Elan, qui a été introduite en 2018 et qui consacre une profonde réforme sur le logement social et l'habitat informel en Guyane et à Mayotte. L'application de la loi Elan, elle a des conséquences concrètes en Guyane et à Mayotte. Notamment, on peut parler aussi de l'actualité, notamment lors de l'opération qui est en cours à Mayotte. L'application de la loi Elan a des conséquences sur notamment la scolarisation des enfants et l'hébergement des enfants, mais on pourra y revenir après si ce sujet vous intéresse. Dans ce cadre-là, sur vraiment la thématique pauvreté, nous on recommande de renforcer le repérage et l'orientation des familles sans domicile vers le droit commun, en développant et en pérennisant les dispositifs visant à aller vers ces familles, qui pour nous est un dispositif tout à fait pertinent. On insiste aussi sur le fait de garantir un accueil inconditionnel des enfants et des familles en hébergement respectueux de leurs droits, en développant des solutions d'hébergement adaptées aux familles, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et puis ça, c'est une recommandation générale, mais on recommande aussi de favoriser l'accès au logement, donc de produire massivement une offre de logements très sociaux adaptés aux familles. Il y a déjà un travail qui est en cours, mais on recommande de le renforcer. Et puis la dernière recommandation, peut-être sur ce point, on recommande vraiment d'intégrer les territoires d'outre-mer dans le programme national de résorption des bidonvilles et la circulaire de 2018 que nous avions évoquée. Peut-être si on continue sur la thématique protection, puisqu'à l'UNICEF, on travaille aussi par thématique. Si je peux me permettre de parler du sujet migration, il y a certaines dérogations législatives qui sont propres à certains territoires ultramarins qui font état, encore une fois, d'un non-accès systémique aux droits de l'enfant. C'est notamment le cas à Mayotte, mais aussi sur d'autres territoires. Mais à Mayotte, c'est particulièrement exacerbé, où le droit des personnes étrangères, il est dérogatoire dans de nombreux domaines. Santé, liberté de circulation pour les mineurs,
contrôle d'identité, mais également accès à la nationalité ou accès à un titre de séjour. Et donc le régime dérogatoire, il plonge souvent des milliers de familles et d'enfants dans une situation particulièrement vulnérable et a des conséquences directes sur la parentalité au sein même des familles. Je pourrais développer après si vous avez des questions sur la liberté de circulation, mais également les conséquences de la réforme de l'accès à la nationalité ou encore l'enfermement des enfants, qui est particulièrement prégnant à Mayotte, où plus de 2900 enfants ont été enfermés l'année dernière. Donc c'est aussi un sujet qu'on porte à l'UNICEF, de la fin de l'enfermement des mineurs sur l'ensemble du territoire et dans tous les locaux de rétention, pas forcément en centre de rétention. C'est pour ça que nous, on recommande d'appliquer le droit commun qui est prévu par le CESEDA pour toutes les mesures dérogatoires qui entraînent des conséquences négatives sur la réalisation des droits de l'enfant. Donc c'est vraiment le prisme des droits de l'enfant qui doit, selon nous, primer. Et puis mettre fin à l'enfermement des enfants dans tous les lieux de rétention et dans tous les territoires. Mais ça, pareil, je l'ai déjà mentionné. Sur l'aspect protection aussi, vous nous aviez posé une question sur le cas des grossesses précoces, qui est effectivement un enjeu... sur certains territoires, mais particulièrement en Guyane et à Mayotte. Je vais peut-être pas m'étendre sur le sujet parce que je sais que le réseau périnatal de Guyane a aussi été auditionné et on est souvent en échange avec eux. Nous, les freins qu'on constate, c'est les mêmes finalement que le réseau périnatal de Guyane. C'est des carences qui sont généralisées en termes d'infrastructures et particulièrement en santé mentale. Je fais une petite parenthèse, mais le taux de suicide est quand même 8 fois plus élevé en Guyane, selon Santé publique France. Donc ça a forcément des conséquences sur la réalisation des droits de l'enfant et ça touche particulièrement les enfants amérindiens. Le réseau périnatal nous a aussi fait part d'une prévention qui est parfois inadaptée, qui est plutôt calquée sur le modèle hexagonal et qui n'est pas forcément adaptée aux réalités de la Guyane. Et puis aussi, le cas des grossesses précoces entraîne une non-scolarisation, voire une déscolarisation dans le cadre de la grossesse, qu'il s'agit quand même d'identifier pour pallier à ce manque d'accès à l'éducation. Donc nous, à ce titre, on recommande vivement de renforcer l'accompagnement des adolescentes enceintes à travers l'augmentation des moyens alloués au dispositif. Donc ça peut être notamment via le réseau périnatal de Guyane, avec la création de postes référents, mais pas que sur le littoral, mais également dans les communes les plus isolées de Guyane. On trouvait ça intéressant aussi de proposer la création de nouveaux postes d'accompagnement à la parentalité pour accompagner les mères et les couples jusqu'aux 3 ans de l'enfant et pas forcément jusqu'à la naissance et jusqu'à l'entrée en fait dans la scolarité des enfants. On trouve ça intéressant aussi ce qui est fait en Guyane et on souhaiterait que ça puisse se poursuivre, de développer les permanences sages-femmes en milieu scolaire. Ça se fait déjà dans certains établissements et on trouve que c'est une solution qui est plutôt pertinente et intéressante et qui serait peut-être à développer. On aimerait aussi que le territoire soit doté de foyers parentaux, ce qui n'est pas le cas actuellement, pour pallier un petit peu l'isolement des adolescentes et de prévoir un accompagnement global, donc qui soit matériel, psychologique et également pédagogique. Et puis sur l'ensemble du territoire, ça vaut pour tous les territoires, mais on souhaite vraiment recommander de privilégier et de renforcer les actions de sensibilisation avec l'ensemble des acteurs concernés, notamment dans les établissements scolaires, puisque c'est là aussi que la sensibilisation passe. Et pour ce faire, on recommande notamment de développer des plans de formation qui soient adaptés. C'est aussi des remontées du terrain qu'on a, qui soient adaptés aux réalités des territoires, aux professionnels de santé, mais également aux professionnels de l'éducation nationale, qui fait état des réalités sociales, culturelles, historiques dans ces territoires ultramarins. On souhaitait dire aussi quelques mots concernant l'éducation, puisqu'on vous a indiqué que c'était un sujet sur lequel on travaille depuis un certain temps déjà, notamment s'agissant de l'Hexagone. Mais donc on avait publié un rapport sur la situation de l'éducation en Guyane, dans lequel on estimait environ à 10 000 le nombre d'enfants n'ayant pas accès à l'éducation. On avait d'ailleurs repris des chiffres de la Cour des comptes, même si ces estimations sont toujours assez difficiles à faire. Des travaux plus récents estiment à 9 500 le nombre d'enfants à Mayotte qui n'auraient pas accès à l'éducation. Donc c'est un sujet sur lequel nous travaillons beaucoup et je pense que dans les mois qui viennent, on renforcera probablement aussi notre action à Mayotte sur ce sujet-là. Dans les freins que nous avons identifiés, alors là je parle plus spécifiquement de la Guyane puisque c'est là que nous avons travaillé jusqu'ici, donc notamment une absence de repérage et d'identification des enfants non scolarisés. Le Code de l'éducation impose aux municipalités de dresser la liste de tous les enfants soumis à l'obligation scolaire, mais cette disposition n'est pas toujours, voire parfois très peu, appliquée sur les territoires, ce qui laisse dans l'invisibilité un certain nombre d'enfants non scolarisés.
Et l'absence de recensement empêche le repérage des enfants et en conséquence leur accompagnement. On voit bien que notamment dans certains quartiers informels, il est très difficile de savoir si l'ensemble des enfants sont scolarisés ou pas, ce qui met évidemment en difficulté la collecte de données de qualité, comme on le disait tout à l'heure. Des difficultés d'inscription à l'école aussi, du fait parfois de pratiques qui sont illégales de la part de certaines municipalités. Donc on a noté que c'était assez prégnant, notamment en Guyane, à Mayotte aussi parfois, notamment concernant des enfants étrangers qui se trouvent de fait privés de scolarisation. La défenseure, donc je ne vais pas peut-être revenir dans le détail, mais c'est notamment des sujets sur lesquels la défenseure des droits a rendu un certain nombre de décisions. À Mayotte, nous avons aussi, en tout cas, relevé des dispositifs censés pallier le manque de place dans les établissements scolaires. Donc, le rectorat de Mayotte a décidé la mise en œuvre d'un dispositif dérogatoire de classes itinérantes. Donc plusieurs associations, notamment la LDH, le GISTI, le FASTI, mais également la CNCDH et le Défenseur des droits, a relevé que les enfants de nationalité française seraient ainsi scolarisés de préférence dans des écoles de la commune et que les enfants étrangers sont généralement accueillis une matinée par semaine dans le cadre de ce dispositif de classe itinérante, ce qui nous semble possiblement quand même être une différence de traitement qui en tout cas retient notre attention. Donc la justice, saisie de ce dispositif par le biais des associations, a considéré que cette solution ne saurait être regardée comme un palliatif à une scolarisation effective. Donc ça renforce quand même l'idée qu'il y a un vrai travail qui doit être mené pour que l'ensemble des enfants puissent avoir accès à ce droit à l'éducation. Enfin, ce qui peut également faire barrage à la scolarisation des enfants, c'est des conditions de logement, de transport, parfois de restauration, qui rendent difficile l'accès et le maintien à l'école. Notamment l'enjeu des transports scolaires ou le manque de place en internat qui conduit à mettre en place, par exemple, le dispositif de famille hébergeante en Guyane, qui est un dispositif ad hoc qui répond certes à un besoin, mais qui nous semble parfois ne pas forcément aller dans le sens de la meilleure protection des enfants, puisque c'est un dispositif, malgré tout, qui nous semble parfois un petit peu opaque. Donc, parmi nos recommandations, poursuivre et pérenniser le travail engagé autour de l'identification des enfants éloignés de l'école, en l'incluant dans une démarche nationale, puisque l'enjeu du non-accès à l'éducation n'est pas non plus seulement un problème de territoire ultramarin, mais qu'il existe aussi des enfants dans l'Hexagone qui ne sont pas scolarisés. Et donc, pour nous, c'est important finalement que cet observatoire de la scolarisation et de la réussite éducative qui a été relancé, et on s'en félicite, en Guyane, puisse s'inscrire sous un chapeau un peu plus global, aussi pour harmoniser les méthodologies. Donc, nous, on pousse cet observatoire national de la non-scolarisation aussi pour avoir des réflexions au niveau national sur ce sujet-là. On s'intéresse aussi beaucoup au développement de la médiation scolaire, puisque c'est alors, je ne sais pas si vous connaissez bien ce dispositif, mais on pourra y revenir si vous le souhaitez, de médiation scolaire qui a été mis en place notamment par la DIAL et qui aujourd'hui se concentre essentiellement sur l'Hexagone et qui nous semblerait intéressant de pouvoir élargir notamment au territoire ultramarin en l'adaptant évidemment, et d'autant qu'on sait que certaines initiatives ressemblant à la médiation scolaire existent déjà, mais sans rentrer sous on va dire, la gestion, en tout cas, par la DIAL. Et puis, ancrer les dispositifs ad hoc applicables dans certains territoires d'outre-mer dans le droit commun. Il peut y avoir, en effet, un droit d'initiative locale qui peut être très intéressant, mais dans ce cas-là, il faut s'assurer que c'est vraiment, on va dire, pour le mieux et vraiment pour une meilleure réalisation des droits de l'enfant, pour une meilleure adaptation, mais surtout on essaye d'éviter des dispositifs qui finalement consisteraient à avoir une moins bonne application des droits de l'enfant. Je repasse la parole à Mathilde Tré pour les sujets santé. Merci beaucoup. On va peut-être terminer notre propos sur la question de santé et puis après on pourra échanger dans le cadre des questions-réponses si vous en avez. Sur la santé, simplement des constats mais qui sont très certainement partagés. Le rapport de l'IGAS sur la santé des enfants affirme en 2021 que les indicateurs de santé ainsi que les déterminants de santé des enfants sont plus défavorables dans les territoires d'outre-mer qu'en métropole. On en a parlé, mais la pauvreté monétaire et multidimensionnelle qui frappe certains des territoires ultramarins, elle est de fait pas sans conséquence sur le parcours de santé des enfants, qui représente quand même une part importante de la population, surtout dans certains territoires. Mais à titre d'exemple, la mortalité infantile, elle est 2 à 3 fois plus élevée dans les DROM qu'en Hexagone. Et de fait, la santé des enfants, elle est particulièrement dégradée
sur certains territoires qui souffrent de carences dans l'offre de soins et les infrastructures de santé en général, mais également l'offre de soins hospitalière en pédopsychiatrie qui ne fait pas exception à ces carences. Et la prise en compte de l'importance de la prise en charge des enfants en santé mentale est aussi un enjeu fondamental. C'est une de nos priorités aussi à l'UNICEF France. Surtout dans ces territoires où l'accès aux soins dits essentiels, qui ne comprend pas forcément les soins en santé mentale de prime abord, mais c'est vraiment aussi un parcours semé d'obstacles. Nous, on recommande tout de même vivement, pour ce qui est de la santé, de développer et de renforcer les dispositifs mobiles d'accès aux soins qui existent déjà et qui font leurs preuves sur certains territoires, et la prévention aussi en médiation de santé, en associant l'ensemble des acteurs concernés afin d'entamer une réelle démarche d'aller vers qui fonctionne, qui a fait ses preuves. Et nous, on recommande vraiment de renforcer cette démarche d'aller vers les enfants éloignés des infrastructures, adaptées à leur prise en charge. On souhaite aussi porter à votre connaissance les freins en matière de soins et de protection maladie dans certains territoires dits ultramarins. Nous, on recommande vivement de mettre en place l'aide médicale d'État et la complémentaire santé solidaire à Mayotte, sans aucune distinction. On souhaite aussi recommander l'affiliation, enfin de permettre l'affiliation à la sécurité sociale de tous les enfants, peu importe la situation administrative de leurs parents ou la situation d'isolement, ce qui n'est pas forcément encore le cas sur l'ensemble du territoire français. On aimerait aussi peut-être évoquer rapidement la situation de la procédure d'évacuation sanitaire. Je ne sais pas si c'est une procédure que vous connaissez, mais qui existe, qui est plutôt opaque aussi en fonction des territoires, mais qui existe surtout de Mayotte vers la Réunion, mais également de la Guyane vers l'Hexagone. Nous, on aimerait qu'il y ait un travail de fond qui soit mené, qui est déjà mené par certaines associations sur place, notamment la CIMAD à la Réunion. Mais on aimerait vraiment œuvrer pour la modification de cette procédure afin de permettre que les parents puissent accompagner jusqu'au retour leur enfant lorsqu'il bénéficie d'une évacuation sanitaire d'un territoire ultramarin à un autre ou d'un territoire ultramarin à l'Hexagone, en respect du principe de non-séparation des familles et sans distinction en fonction de la situation administrative des parents. Puisque parfois, des enfants se retrouvent à être évacués, par exemple, à La Réunion, et les difficultés liées à la délivrance de soit de passeports provisoires, soit de laissez-passer, fait que les parents ne peuvent pas accompagner leurs enfants. Et des fois, les enfants restent sur un territoire qu'ils ne connaissent pas pendant des mois, voire certains plusieurs années, avec une rupture dans le droit au respect de la vie privée et familiale qui est quand même assez conséquent. Il y a des réflexions qui sont en cours actuellement sur cette procédure. Et puis enfin, qui n'est pas des moindres aussi, on souhaiterait recommander l'amélioration de l'offre de soins en santé mentale des enfants et permettre un suivi efficient. Donc ça passe par le renforcement des structures adaptées, mais également de valoriser notamment les actions de prévention du suicide. On parlait des jeunes Amérindiens et en Guyane, mais également d'automatiser le suivi en santé mentale des enfants concernés par la destruction de leurs habitats à Mayotte, notamment dans le cadre de la loi Elan. On aimerait que ce dispositif soit renforcé, que les enfants puissent être accompagnés dans le cadre de la prise en charge de leur santé et santé mentale plus précisément. Donc on a tâché de brosser un certain nombre de recommandations, même si le sujet est très vaste. Je pense que voilà, vous avez noté que l'ensemble, enfin notre prisme est clairement les droits de l'enfant et l'interprétation qu'on fait en tout cas de la Convention des droits de l'enfant, aussi basée sur les recommandations du Comité des droits de l'enfant. Donc normalement on a prévu un petit temps pour pouvoir échanger, donc je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames, pour cette présentation assez très exhaustive et qui démontre l'engagement aussi de l'UNICEF sur nos beaux territoires ultramarins. Vous avez pointé différents sujets, différentes problématiques. Je vais juste vous poser deux petites questions pour laisser la parole ensuite aux rapporteurs et aux sénateurs, sénatrices qui sont avec nous. Vous avez parlé de changement du calcul de seuil de pauvreté à partir de 2020, je crois. Pouvez-vous nous dire pourquoi il y a eu ce changement à ce moment-là et quelles en étaient les conséquences? Si vous pouvez noter, on prendra toutes les questions en même temps, s'il vous plaît, parce que comme nous sommes contraints par le temps, nous avons une autre audition derrière. Et vous avez aussi pointé des différences entre la métropole et les territoires ultramarins. Je vous demande peut-être pas de répondre de manière exhaustive tout de suite, là, ce matin. Si vous pouviez nous envoyer précisément les différences, que ce soit sur le RSA, sur l'aide au logement, sur les allocations
diverses et variées, on va dire, quand vous avez mentionné un droit opposable au logement qui n'était pas une réalité dans certains territoires, est-ce que vous pourriez nous donner précisément à la fois cet état des lieux et les conséquences que ça peut avoir? Et puis, comme j'ai déjà parlé en introduction et que je vous ai posé un certain nombre de questions auxquelles vous avez répondu, je vais maintenant laisser peut-être la parole au rapporteur et président Stéphane Artano pour quelques questions et peut-être les rapporteurs et sénateurs et sénatrices qui sont avec nous ce matin auront des questions à vous poser. Je vous remercie, mesdames. Merci, chère Annick, Madame la Présidente. Oui, mesdames, merci pour vos précisions. Moi, je vais aller sur un sujet pratico-pratique, puisque je sais que l'UNICEF est en partenariat avec beaucoup de collectivités. J'ai notamment en tête celle d'Issy-les-Moulineaux, que je connais très bien, puisqu'on a lié un partenariat à un moment donné. Et je sais que l'UNICEF est en lien avec, et que Issy-les-Moulineaux fait partie des villes amies des enfants. Donc, c'est une des chartes. Et j'aimerais savoir si il existe beaucoup de collectivités en Outre-mer qui sont signataires de cette charte, qui permet notamment aux collectivités de pouvoir, au travers des conseils municipaux des jeunes ou des conseils de jeunesse, de commencer à sensibiliser les jeunes également sur ces sujets. Donc je crois beaucoup au maillage territorial de votre action, puisque vous avez indiqué que vous aviez notamment un salarié en Guyane, c'est un territoire que vous investissez fortement. Est-ce que vous envisagez de manière générale des liens avec des collectivités supports? Parce que j'imagine que seul l'UNICEF ne pourra pas forcément porter au-delà de votre travail de plaidoyer notamment et de recommandations. Est-ce que sur le terrain, vous êtes déjà en lien ou est-ce que vous envisagez de développer? Et nous, on est intéressés également dans le travail que nous faisons de voir de quelle manière les politiques nationales pourraient permettre justement des projections d'acteurs tels que l'UNICEF, par exemple, dans les territoires ultramarins et quelles seraient les mesures qui permettraient de favoriser le développement de votre implantation au travers de partenariats ou bien des implantations en direct au titre de l'UNICEF, par exemple. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Alors, Elsa Schalk, peut-être, et ensuite Victoire Jasmin, nos rapporteurs. Oui, merci, et Madame la Présidente, chère Annick, Monsieur le Président. Merci beaucoup pour vos interventions et pour effectivement l'exhaustivité de votre présentation. On voit à quel point l'UNICEF, mais nous le savons, est fortement en fait engagé sur les droits de l'enfant, mais aussi sur une notion qui me paraît presque encore plus importante, qui est l'effectivité, parce que on peut avoir des droits, mais sans effectivité, finalement, ça n'a peut-être moins d'importance si on ne peut pas les exercer. J'avais peut-être une question aussi pratico-pratique, puisque si j'ai bien suivi, en fait, le service plaidoyer, c'est aussi en fait le lien avec l'ensemble en fait des acteurs sur place. C'est de voir un peu quel est votre regard sur les différents acteurs en fonction en fait des territoires ultramarins. S'il y a, selon vous, en fait des coordinations à améliorer, peut-être des manques qui peuvent exister, ou finalement sur des territoires où un acteur prend peut-être voilà, une place importante en la matière. Dire également, dans les recommandations que vous avez pu faire, je suis particulièrement sensible à la création d'un observatoire national de la non-scolarisation, parce que quand on voit les chiffres qui me paraissent à la fois inquiétants, et je pense que c'est minimisé, mais même effrayant lorsque on voit les chiffres et que vous nous avez rappelés, à la fois en Guyane, mais également en fait à Mayotte, on voit que les recommandations qui peuvent être faites sont faites pour l'avenir, mais la question quand même qui a lieu de se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces enfants qui, à l'heure actuelle, ne sont pas scolarisés? Et comme vous l'avez rappelé, c'est à peu près 10 000, 9 000 enfants qui ne sont pas scolarisés à l'heure actuelle, avec toutes les conséquences que cela peut supposer, qu'on imagine pour l'avenir. Donc là aussi, avec votre regard, même si j'imagine que la question est assez compliquée. Je vous remercie. Madame la rapporteure, Victoire Jasmin. Merci Madame la Présidente. Je vous remercie pour vos interventions qui sont assez complémentaires et quasiment exhaustives. Toutefois, j'ai deux petites questions concernant le constat que vous avez fait sur les carences et les inégalités en fait d'application de certains dispositifs de droit commun dans l'Hexagone par rapport à nos différents territoires.
là, est-ce que vous pouvez porter quelques précisions? Et l'autre, c'est sur l'accès aux soins, à la qualité des soins. Bon, c'est vrai qu'il y a de grandes difficultés un peu partout en France pour avoir des médecins. Donc, on sait très bien qu'il y a également des déserts médicaux à certains moments dans certains territoires. Mais pour ce qui concerne la prise en charge des enfants et au niveau de la santé mentale, c'est un vrai sujet sur l'ensemble de nos territoires parce qu'il manque effectivement des pédopsychiatres et ce n'est pas évident pour la prise en charge. Et vous avez évoqué également les évacuations sanitaires. C'est vrai que sur les différents territoires, il y a la nécessité de voir comment on peut, sur certains territoires, pour éviter, parce que la plupart du temps, en fait, les évacuations se font vers l'Hexagone, donc pouvoir maîtriser en tout cas les dispositifs sur les territoires eux-mêmes, trouver d'autres alternatives. Alors, est-ce que vous avez des préconisations à nous faire pour éviter en tout cas cet isolement des enfants? C'est un vrai sujet. Parce que très souvent, de Polynésie à l'Hexagone, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas... on parle de la santé mentale, mais aussi pour les cancers des enfants. Donc, les soins se font quasiment exclusivement ici dans l'Hexagone. Donc, je ne serai pas plus longue dans la mesure où vous avez dit quasiment tout ce qu'il fallait. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Madame la rapporteure. Le sénateur Thani Mohamed El Soili. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Président, mes chers collègues. J'aurai 2 questions, mais avant, quelques observations et quelques mises au point. Le système de rotation qui fait que, par manque de classe, nous sommes obligés à Mayotte d'utiliser la même salle de classe le matin pour une classe et le soir, enfin l'après-midi pour une autre classe, il est valable pour tout le monde. Il n'est pas réservé aux étrangers. D'ailleurs, 75% d'échecs scolaires à Mayotte, c'est 75% d'échecs pour tout le monde. Il n'y a pas de distinction entre les élèves étrangers et les élèves maoris. La deuxième chose, par rapport à la destruction des bidonvilles, nous avons ici mené des travaux, ici à la délégation sénatoriale aux Outre-mer, pour une procédure rapide de destruction de bidonvilles en Guyane et à Mayotte. Cette procédure est conforme. Moi, je suis très admiratif de votre engagement, mais parfois, lorsqu'on vous entend parler, on a l'impression qu'on n'est pas en France. À Mayotte, c'est la loi française qui est appliquée et le dispositif de la loi Elan a franchi le seuil de constitutionnalité. D'ailleurs, récemment, une question prioritaire de constitutionnalité avait été soumise au Conseil d'État et le Conseil d'État a refusé de déférer la QPC parce qu'il a estimé que, compte tenu de ce qui se passait à Mayotte et en Guyane, le dispositif de la loi Elan obéissait à la Constitution. Et puis, dernière observation, des dispositions qui me tiennent à cœur, celles adaptant le droit de la nationalité à Mayotte. Il est hors de question d'y revenir. Là, le Conseil constitutionnel, après le Conseil d'État, se sont prononcés et la condition supplémentaire d'un séjour de 3 mois de l'un des parents pour que l'enfant qui naisse sur le sol maori puisse acquérir la nationalité française. Mais moi, à Mayotte, il y a des gens qui me prennent, enfin, qui disent que c'est de la gnognotte. Et je vous rappelle, si vous n'avez pas suivi, récemment, une proposition de loi du groupe LR propose de supprimer carrément le droit du sol à Mayotte. Donc, quand vous demandez un assouplissement, moi, je veux bien l'entendre, mais au jour où l'on parle, les droits sont préservés, tant bien que mal, compte tenu de la situation à Mayotte. Et c'est pour ça que j'ai 2 questions. La première, que pensez-vous de la nécessité d'appliquer la circulaire Taubira à Mayotte aujourd'hui, alors que beaucoup de ces enfants sont des enfants abandonnés officiellement des MNA? Eh bien, la circulaire Taubira qui permet, excusez-moi l'expression, de dispatcher certains de ces enfants dans d'autres départements pour qu'ils puissent s'en occuper. Parce que le problème, c'est que dans les collectivités de Mayotte ne peuvent plus s'en occuper, sont asphyxiés, manquent de moyens. Donc, que pensez-vous de l'application de la circulaire Taubira et que certains de ces enfants puissent être dispatchés dans les départements de l'Hexagone notamment? Alors, Jean-Luc Mélenchon l'a proposé.
Donc, je me permets de poser ici la question. Autant vous dire que tous les élus mahorais seraient d'accord pour qu'on le fasse, parce que Mayotte ne tient pas. Mayotte ne tient pas. 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et lorsque, chaque année, là ça va commencer, avant la rentrée scolaire, vous voyez débarquer des dizaines de ce qu'on appelle des kwassa scolaires, c'est-à-dire des kwassa remplis d'enfants, parce que en face, il y a l'éducation française, en face, il y a la nationalité française, en plus des kwassa sanitaires. Donc, deuxième question, l'UNICEF agit partout dans le monde. Est-ce que vous avez des actions menées aux Comores, notamment pour aider à la fixation des populations comoriennes chez elles, dans les 3 îles des Comores, parce que au final, ça serait la seule solution viable, parce que, encore une fois, Mayotte, à elle toute seule, ne pas accueillir toute cette misère de l'océan Indien. Merci beaucoup, sénateur, qui forcément connaît bien son territoire, et d'où l'importance d'être là aussi ce matin, chers collègues. Donc je vais vous laisser vous organiser comme vous le souhaitez pour répondre. Évidemment, nous sommes un petit peu dans un temps contraint, et il y a j'imagine qu'il y a des questions qui sont suffisamment complexes et longues, et n'hésitez pas à nous envoyer, bien entendu, tous ces éléments par mail. Ils viendront compléter l'audition de ce matin. Je vous remercie, mesdames. On vous écoute. Donc, compte tenu du fait qu'il nous reste 3 minutes si on respecte l'heure, peut-être un petit peu plus. Ok, très bien. Alors, s'agissant du changement du calcul de seuil de pauvreté à partir de 2020, très honnêtement, je pense qu'on ne pourra pas vous fournir l'explication là tout de suite. En revanche, si on la trouve, on vous l'enverra et elle figurera, je pense, dans notre état de lieu que nous publierons en novembre. S'agissant des différentes différences, on va pouvoir vous envoyer aussi des éléments, et je pense que ça fera le lien avec votre question également, Madame la rapporteure. S'agissant du réseau UNICEF, en effet, nous avons un réseau Ville Amie des enfants que nous travaillons à chaque nouvelle édition, donc qui correspond au mandat, avec la volonté d'accompagner toujours plus les villes vers l'effectivité des droits de l'enfant sur leur territoire. Aujourd'hui, nous avons des villes de la Réunion qui sont membres du réseau Ville Amie des enfants. Évidemment, en même temps que nous progressons en matière de plaidoyer sur les territoires ultramarins, l'idée c'est vraiment aussi de pouvoir de plus en plus travailler avec les collectivités localement. Donc pour le moment, ça se concentre essentiellement sur la Réunion, mais nous avons vraiment envie que ce soit davantage lors du prochain mandat. Peut-être vous dire aussi que nous travaillons actuellement sur un dispositif qui s'appelle le dispositif École Amie des droits de l'enfant, qui vise notamment en fait à proposer une école par les droits, pour les droits de l'enfant. Enfin, c'est toute une technique que je ne vais pas forcément détailler ce matin, mais sur laquelle je pourrais vous envoyer des éléments. Et l'idée aussi, c'est que certaines de ces écoles, de cette méthodologie, puissent aussi concerner des écoles dans les territoires ultramarins. On espère notamment en Guyane, puisque ça permet notamment de mieux connaître les droits de l'enfance, qui, on se rend compte, n'est pas toujours bien le cas partout. On a également un comité local à La Réunion. Donc voilà, c'est une façon aussi de renforcer progressivement notre action. S'agissant du regard que nous avons sur la coordination entre les différents acteurs, il sera difficile pour nous d'en dire davantage que concernant la Guyane, puisqu'aujourd'hui on travaille surtout sur la Guyane. Ce qui est bon signe, c'est qu'on voit que la collectivité territoriale de Guyane ainsi que le rectorat travaillent bien ensemble. Donc sur le sujet de l'éducation, c'est une très bonne chose. Ça a permis notamment de relancer cet observatoire de la scolarisation et de la réussite éducative dont nous parlions un peu plus tôt, et on espère vraiment que cette dynamique va se poursuivre, notamment sur les autres sujets qui sont des sujets qui restent problématiques, notamment les questions de transport. Les transports coûtent cher, les transports ne sont pas toujours pratiques, donc pour les enfants c'est un vrai sujet quand il s'agit de faire 3 heures de pirogue pour aller à l'école, disons que ça ne facilite pas forcément l'assiduité. D'autres questions qui se posent également, par exemple s'agissant on le disait tout à l'heure, du manque d'internat. On sait qu'il y a un travail qui est fait pour renforcer
les propositions en termes d'internat, mais pour le moment, un dispositif comme le dispositif des familles hébergeantes nous semble pas satisfaisant en l'état. Donc voilà, on sait qu'en tout cas, il y a une attention, il y a un travail ensemble, mais c'est vrai que peut-être ce qui manque, et ça je pense que ça pourrait être confirmé dans notre état des lieux, c'est qu'à notre sens, les droits de l'enfant ne sont pas toujours vraiment mis au centre de ces politiques publiques-là. Donc évidemment, nous, chacun est dans son rôle et nous, c'est évidemment ce qu'on porte. Mais disons que parfois, il faudrait peut-être un peu renforcer la question des droits de l'enfant et peut-être adapter certaines politiques pour s'assurer de l'effectivité des droits de l'enfant. Et je pense que c'est notamment l'une des réponses que l'on peut faire s'agissant de Mayotte. J'entends bien qu'il y a des difficultés sur place, mais notre rôle, c'est aussi d'essayer de proposer des recommandations qui feraient en sorte d'assurer l'effectivité des droits des enfants le plus possible. Nous sommes dans notre rôle et après, évidemment, nous ne sommes pas en position de législateur. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est regarder la situation et dire quel est son impact sur la réalisation des droits des enfants. Et c'est pour ça qu'on se permet de faire un certain nombre de recommandations tout en sachant qu'après, nous ne sommes pas le législateur. Peut-être que sur l'Observatoire de la non-scolarisation, puisque j'en disais quelques mots, c'est des discussions qu'on a aussi au niveau national, avec les ministères. C'est des discussions qui avancent bien. Donc on pourra aussi vous en dire davantage, puisque on espère notamment que ce dispositif puisse figurer soit dans le pacte des solidarités, soit dans le comité interministériel qui est piloté par Madame la secrétaire d'État Charlotte Cobel. Donc voilà, on continue vraiment à pousser ce dispositif parce qu'il nous semble que ça doit vraiment être regardé à l'échelle de la France tout entière. Et si possible, comme je le disais, harmoniser aussi les méthodologies. Je ne sais pas si tu voulais prendre... Ouais, je vais... Oui, merci beaucoup. Je vais me permettre de répondre à monsieur le sénateur, mais on pourra prendre un autre temps pour évoquer toutes ces questions qui demandent quand même beaucoup de réflexion, mais je serais très preneuse d'évoquer avec vous la réforme de la nationalité. Peut-être sur les classes itinérantes, vous avez raison. Ce dispositif ne prévoit pas spécifiquement la scolarisation des enfants étrangers, bien heureusement. Nous, on a juste analysé aussi les décisions de justice qui ont été prises en ce sens, et également les décisions de la défenseure des droits, qui fait état, dans l'effectivité des droits, puisqu'on parlait d'effectivité des droits, qui fait état d'un manque d'égalité entre les enfants de nationalité française et les enfants considérés comme étrangers. Mais bien évidemment, on sait très bien que le dispositif de classe itinérante, qui est un dispositif actuellement qui peut permettre de répondre à certains besoins, on sait très bien qu'il vaut pour tout le monde et que la non-scolarisation concerne tous les enfants sur le territoire de Mayotte. Peut-être sur l'accès à la nationalité, comme je vous le disais, ça demanderait des réflexions plus approfondies. Je vais me permettre de reprendre votre terme. Vous disiez que la réforme est de la gnognotte. Les conséquences... Selon certains, voilà. Mais les conséquences sur la réalisation des droits de l'enfant, elle est quand même assez dramatique. Vous le savez, je ne vous apprends rien, mais la composition des familles à Mayotte comprend parfois plusieurs statuts avec des enfants de nationalité française, des enfants qui n'ont pas la nationalité française. Et en fait, après cette réforme, il y a des milliers d'enfants qui se sont retrouvés du jour au lendemain, pensant depuis leur naissance qu'ils allaient devenir français. Ils ont étudié, ils ont été scolarisés dans le système de droit commun français. Ils se sont retrouvés sans la possibilité d'obtenir la nationalité française. Donc ça engendre de fait des conséquences sur la poursuite de leurs études, par exemple, mais également leur intégration au sein de la République française. Mais on pourra en parler. Oui. Les dispositions sont appliquées depuis 2018, donc c'est impossible qu'elles puissent toucher des personnes en voie de scolarisation. Il y a une rétroactivité de la loi qui est prévue. Jusqu'en 2013 seulement. Aujourd'hui, les élèves qui ont 18 et plus ne sont pas touchés par cette réforme, et pourtant, il y a ce problème qui est réel que vous soulignez. Mais il y a un principe de rétroactivité de la loi qui s'applique actuellement pour les enfants qui viennent d'avoir 18 ans. Qu'on puisse remonter, excusez-moi, le plus loin qu'on puisse remonter, c'est 2013. Donc 2013 à 2023, c'est 10 ans. Oui, ça touche quand même certains, en tout cas une partie des enfants qui ont 18 ans aujourd'hui, même depuis 2018. A priori, il y a un point de désaccord important. Moi, j'entends vos propos. Je pense qu'il faudra vraiment nous préciser les choses. Tout à fait. Le sénateur
voilà, vit à Mayotte, représente le territoire de Mayotte. Donc forcément, il y a une discussion. Oui, tout à fait. Oui, donc, je comprends tout à fait. Donc, j'ai été juriste en accès au droit à Mayotte et j'ai pu accompagner aussi des jeunes dans l'accès à leur nationalité les 2 dernières années. Donc mais on pourra en discuter. Deux visions et deux positions extrêmement différentes. Chacun affirme. Donc, bien entendu, ça mérite des discussions un petit peu plus longues et des précisions. Évidemment, donc on le fera dans les échanges que nous pourrons avoir ensemble. Je vous remercie et je vous laisse poursuivre. Oui, par contre, je vous rejoins sur la circulaire Taubira, qui est effectivement une réflexion qui est intéressante et pertinente, mais qui ne s'applique pas notamment à Mayotte. Ça, c'est aussi une conséquence du système dérogatoire, puisque comme vous le savez, lorsqu'on obtient un titre de séjour à Mayotte, c'est un titre de séjour territorialisé qui ne permet pas de se déplacer librement sur l'ensemble du territoire français. Il faut que les personnes puissent solliciter un visa, et ça vaut aussi pour les documents de circulation pour étrangers mineurs. C'est la même chose, il faut que l'enfant, en plus, soit né sur le territoire. Donc ça, c'est une des conséquences, effectivement, du système dérogatoire. Et si on permet, justement, aux personnes qui ont un titre de séjour, mais également aux enfants qui ont un document de circulation, de pouvoir circuler librement, la circulaire Taubira pourrait aussi s'appliquer et permettrait également Enfin, ça demande des réflexions, mais c'est un levier qui pourrait être potentiellement intéressant et pertinent. Et peut-être sur les actions aux Comores. Et je vais donc juste peut-être conclure avec en effet les actions que nous avons aux Comores, puisque nous avons un bureau UNICEF aux Comores qui mène un certain nombre d'actions. D'ailleurs, on pourra vous envoyer, si vous voulez, les éléments sur leur programme avec, alors pas forcément l'idée de fixer les populations, parce que c'est vrai que c'est en soi des actions de développement comme nous avons dans tous les autres pays dans des situations similaires, mais je pourrais vous envoyer des éléments. Et d'ailleurs, nous sommes régulièrement en contact avec eux, donc on peut aussi tout à fait, je pense globalement, rediscuter aussi de ces sujets-là ensemble, notamment parce que comme on espère pouvoir travailler davantage sur les sujets qui concernent Mayotte, évidemment, ce sera avec plaisir qu'on pourra travailler ensemble, j'espère. Merci beaucoup, mesdames, et merci pour votre engagement pour ces territoires ultramarins. Votre intervention s'inscrivait dans nos travaux sur la parentalité dans les territoires ultramarins. Comme vous le voyez, nous avons des sénateurs qui représentent ces territoires dans la délégation et qui portent aussi leurs convictions. Et donc, on attend avec impatience, bien entendu, tous les éléments auxquels vous allez nous apporter des réponses et qu'on n'aura pas eu le temps ce matin d'évoquer. Merci à vous, mesdames, et nous allons poursuivre, chers collègues, avec une autre audition, la Croix-Rouge. Merci. Du président Stéphane Artano, qui préside la délégation au territoire
ultramarins, la délégation Outre-mer, et donc également des rapporteurs et des collègues de nos délégations respectives. Donc nous poursuivons nos travaux sur la parentalité dans les territoires d'outre-mer avec une audition de la Croix-Rouge ce matin, après l'UNICEF. Donc nous accueillons Gaëlle Nerbar, directrice nationale outre-mer de la Croix-Rouge française, accompagnée de Anne Scrobot. Je n'ai pas écorché votre nom? C'est très bien. Directrice adjointe de la Direction nationale Outre-mer et de Madame Alizée Bombardier, responsable relations institutionnelles et développement de projet. Eh bien, bienvenue à vous, mesdames. Merci d'avoir répondu à notre invitation. La Croix-Rouge française est la seule association à avoir une couverture nationale complète en métropole et dans chaque territoire d'outre-mer avec 3700 volontaires engagée dans les 12 délégations territoriales ultramarines. Elle a donc une vision transversale des difficultés rencontrées par les publics qu'elle accompagne et des caractéristiques propres à chaque territoire. Nos attentes s'articulent autour de plusieurs axes que je vais vous expliquer. Donc d'abord, connaître les actions menées par la Croix-Rouge dans les territoires outre-mer et savoir comment vous adaptez vos missions d'action sociale à ces territoires davantage touchés par la précarité, en particulier précarité des mères seules, la non-scolarisation, le décrochage scolaire des jeunes, les grossesses précoces ou encore la présence de mineurs non accompagnés en grande difficulté. Deuxièmement, nous souhaitons connaître les recommandations de la Croix-Rouge afin d'améliorer la situation des familles d'outre-mer. À travers nos travaux, nous sommes à la recherche de solutions, d'outils pour que nos politiques familiales et sociales tiennent davantage compte des particularités ultramarines et pour améliorer le soutien à la parentalité dans ces territoires ultramarins. Donc je vais vous laisser sans tarder la parole, Madame Gaëlle Nerbar, et ensuite nous aurons un temps d'échange. Je rappelle, vous êtes directrice nationale Outre-mer de la Croix-Rouge française. Merci Madame d'être là, et à vous. Vous appuyez sur le bouton lorsque vous parlez et vous l'éteignez lorsque vous ne parlez pas. Le bouton de gauche, voilà. Très bien, merci. Bonjour à toutes et tous, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Merci de nous accueillir aujourd'hui pour vous présenter une thématique importante pour la Croix-Rouge française qui est la parentalité en Outre-mer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous rappeler rapidement ce qu'est la Croix-Rouge en Outre-mer, vous présenter les dispositifs ensuite d'aide à la parentalité que nous avons sur les territoires, avant de venir au constat, que nous faisons au sein de nos dispositifs. Alors, bon, peut-être normalement, il y a une présentation qui va s'afficher. J'ai fait un petit intermède pour que la présentation s'affiche. Une petite chanson. Ou je peux commencer. Si vous pouvez commencer. Vous pouvez commencer, mais je pense que comme l'audition est sur le site du Sénat, ça serait bien que ça se connecte. Mais il semble que ce soit la technique du Sénat qui soit responsable de la mise en route. Ah, c'est diffusé sur le site. Alors, si c'est diffusé sur le site, vous pouvez continuer, Madame. Et on vous écoute avec attention. Très bien. Merci, Madame la Présidente. Comme vous le rappeliez, en effet, la Croix-Rouge française est la seule association nationale à être présente dans les 3 océans en Outre-mer, ce qui nous donne une visibilité des territoires, mais aussi une connaissance particulière à 360 degrés de ce qui s'y passe sur un certain nombre de sujets. Donc nous sommes un auxiliaire des pouvoirs publics reconnu et un acteur de confiance. 12 délégations territoriales, c'est 51 établissements, des directions territoriales également et plus de 3700 bénévoles. Comme vous le disiez, une particularité que nous avons en Outre-mer, nous disposons de 3
plateformes d'intervention régionales qui interviennent dans les zones et les bassins régionaux en matière de sensibilisation et de gestion des risques et catastrophes naturelles. 4 thématiques ont été définies comme prioritaires pour la Croix-Rouge en Outre-mer. La prévention et gestion des crises, comme vous le savez, nous y sommes soumis, crise sociale, mais crise climatique surtout. Un enjeu majeur du bien vieillir. Malheureusement, et la crise sanitaire nous l'a montré, que les violences intrafamiliales sont très présentes et concernent l'ensemble des territoires ultramarins. Et le sujet de la jeunesse est aussi une priorité. Sans entrer dans le détail des différents dispositifs, peut-être vous dire que la Croix-Rouge française et la Croix-Rouge française en Outre-mer est une association généraliste. Donc nous couvrons un spectre très important qui va de la prise en charge de la petite enfance avec des crèches, des dispositifs d'aide à la parentalité auprès des familles, des maisons d'enfants à caractère social en matière de protection de l'enfance. Nous avons également les seuls dispositifs de prévention spécialisés que nous retrouvons à Mayotte, à Saint-Barthélemy et en Nouvelle-Calédonie. Et nous allons jusqu'à l'accompagnement des personnes âgées avec des EHPAD, des résidences autonomie ou encore des services de soins à domicile. Je vais maintenant vous présenter nos dispositifs par territoire relatifs à l'accompagnement des enfants et des familles. Peut-être rappeler que pour nous, l'accompagnement est basé sur le volontariat, évidemment, des familles. Et que c'est une donnée essentielle et que la cible des personnes que nous accompagnons sont certes les parents, des parents vulnérables. On va y revenir, c'est un sujet majeur, les vulnérabilités en ce qui concerne les familles. Et vous allez voir que c'est une porte d'entrée. Donc on n'arrive pas à la question de l'aide à la parentalité tout de suite. Il y a quand même la nécessité de prendre en charge les autres difficultés que rencontrent les parents. Et cela paraît essentiel. Alors, donc en Martinique, nous disposons de plusieurs dispositifs. Nous avons des lieux de soutien à la parentalité à Saint-Pierre, à Fort-de-France et à Sainte-Luce, des espaces rencontres parents-enfants. Nous organisons des stages de rappel à responsabilité parentale lorsque des parents, en effet, ont eu malheureusement des gestes. Et donc nous travaillons sur la récidive par rapport à ces comportements. Nous avons également des appartements thérapeutiques où nous accompagnons des enfants qui rencontrent des pathologies assez lourdes, comme le cancer, et nous accompagnons donc les familles dans ce cadre-là au sein de ces appartements. J'aimerais juste présenter rapidement l'option Croix-Rouge, qui est un dispositif national porté par la Croix-Rouge française au sein de tous les territoires et évidemment les Outre-mer. Et dans ce cadre, nous intervenons au sein des collèges, écoles, lycées, universités. Nos bénévoles interviennent pour travailler avec les équipes éducatives sur une thématique définie par elles. Et donc, un exemple, là au collège, dans un des collèges à Fort-de-France, il s'agit de travailler avec un EHPAD sur le lien intergénérationnel, donc avec des travaux menés au sein d'un jardin intergénérationnel. Comment cultiver et retrouver la culture de certains légumes que certains enfants aujourd'hui ont oubliés. Et c'est un dispositif extrêmement intéressant et très soutenu, et nous en sommes très, très fiers. Et c'est aussi un moyen de travailler tout un tas de sujets avec les jeunes. À Saint-Martin, nous disposons d'une crèche, d'une
d'une crèche Pomme d'Api qui a la particularité d'accueillir une douzaine d'enfants en situation de handicap. Donc au sein de ces dispositifs, évidemment, nous travaillons également avec les familles. Nous avons un espace santé jeune qui travaille sur la santé sexuelle et les addictions auprès des jeunes. Et dans ce cadre-là, des ateliers sont organisés aussi au sein des établissements scolaires, donc avec les équipes éducatives, où nous avons des activités sur ces questions santé sexuelle, addiction, avec les familles. À Saint-Barthélemy, donc nous avons signé cette année une convention avec la collectivité pour mettre en place un dispositif de prévention spécialisé. Et ce qui caractérise en général, mais j'y reviendrai, la Croix-Rouge, c'est le développement de dispositifs d'aller vers. Vraiment, nous allons vers le public, les publics que nous accompagnons. Et donc ce dispositif en est un exemple. Évidemment du soutien scolaire, et l'option Croix-Rouge est aussi mise en place à Saint-Barth avec d'autres dispositifs de vestiboutique. C'est des lieux où les personnes viennent. En fait, les dispositifs de la Croix-Rouge sont surtout des lieux de rencontre. C'est-à-dire, nous sommes là pour remettre en place le lien social. On parle beaucoup d'isolement. La crise sanitaire nous a montré à quel point nos populations sont isolées. Et se rendre à la vestiboutique pour un café ou pour venir acheter un vêtement permet aussi d'aborder tout un tas de sujets autour de la personne accompagnée. En Guyane, nous avons un espace parents-enfants et donc, comme vous le savez, donc cet espace parents-enfants se trouve à Cayenne. Il est ouvert aux parents d'enfants âgés de moins de 18 mois. Et ce sont des familles en situation de précarité. Et donc ces ateliers s'organisent une fois par semaine. Et ce qu'on voit, c'est que ça répond vraiment à un besoin de disposer de structures innovantes pour les parents en situation de grande précarité, en Guyane comme ailleurs, mais ayant ce dispositif, on peut le confirmer. L'objectif de ce dispositif est d'aider les familles, de permettre d'envisager un avenir évidemment meilleur. Et ce sont les bénévoles de la Croix-Rouge qui portent ce dispositif. L'objectif, comme je l'ai dit, c'est d'accompagner les parents dans leur rôle de mère, de père, retrouver aussi le plaisir d'échanger, parce que parfois il y a des ruptures de liens au sein des familles. Et nous faisons également de la distribution de lait médicalisé d'urgence à la demande évidemment des professionnels de santé qui nous envoient les familles concernées. À La Réunion, nous disposons d'une maison d'enfants à caractère social et nous faisons également de la médiation sociale de rue grâce à un dispositif aussi là d'aller vers. Alors pourquoi nous avons mis la maison d'enfants à caractère social? L'aide à parentalité est intrinsèque à ce dispositif. Nous accueillons des enfants donc placés par l'aide sociale à l'enfance et nous avons au sein de ce dispositif un travail important fait avec évidemment les familles, à la fois à l'occasion donc évidemment de visites organisées, mais des ateliers également sont réalisés avec les familles. À Mayotte, nous disposons d'une maison des familles qui est un dispositif récent, il ne date que de l'année dernière, mais nous voyons tous les jours à quel point il est indispensable. On a les familles donc, qui se trouvent à Passamanti. Les familles viennent rencontrer nos équipes pour des ateliers avec les enfants, des jeux, mais c'est aussi l'occasion d'aborder un ensemble de sujets et de difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Ce que nous constatons dans ce dispositif, c'est que pour pouvoir, et en général,
pour pouvoir travailler avec les parents et les familles, il faut travailler sur les autres difficultés qu'ils rencontrent. Précarité alimentaire. On constate aussi, mais pas qu'à Mayotte, la difficulté parfois sur l'électrolinisme est un sujet aussi. Vous savez, à l'école, tout est à l'école, collège ou lycée, tout est envoyé aujourd'hui par Internet. Les difficultés de lecture, etc., peuvent rencontrer, mettre en difficulté les familles. Et nous travaillons avec elles, justement, pour leur permettre de retrouver leur place de parents. C'est-à-dire si les difficultés psychologiques, les difficultés liées à la précarité alimentaire. Et donc, la chance que nous avons à la Croix-Rouge, c'est d'être généraliste et de proposer l'ensemble de ces dispositifs. Et donc, on peut travailler ensuite sur la parentalité en tant que telle. Nous disposons d'un service de lutte contre la malnutrition infantile où nous intervenons donc à l'intérieur des villages et des quartiers sur la question de la nutrition infantile, et un autre dispositif qu'on appelle ID's Box. C'est un dispositif de Bibliothèque sans frontières qui est une box numérique qui nous permet d'accéder, travailler sur la lecture, le numérique, et également donc ce dispositif en aller vers. Nous allons dans les quartiers, dans les villages, là où la population a besoin de nous. En Nouvelle-Calédonie, nous avons 2 crèches. Deux crèches, la maison du petit enfant, les cerisiers bleus. Elle se trouve à Nouméa. La particularité de la Nouvelle-Calédonie, c'est que la Nouvelle-Calédonie dispose de très peu de crèches. Et elles sont en partie concentrées autour de Nouméa. Et nous avons, grâce à nos partenaires, la possibilité à la Croix-Rouge. Donc, il y a très peu de crèches associatives. Les autres crèches sont privées. Donc, elles sont concentrées à Nouméa. Et l'intérêt pour nous, c'est de proposer différents tarifs. Peu de crèches proposent différents tarifs. Nous pouvons le faire. Donc, on a 4 tarifs pour les familles. Comme vous le savez, la Nouvelle-Calédonie n'a pas le même système que dans le reste du territoire. Et cela permet de prendre en charge des familles aussi en situation de vulnérabilité. Au sein de ces crèches, nous travaillons évidemment sur des ateliers avec les familles. On a un autre dispositif qui accompagne cela, la maison des familles, de la famille, où nous organisons des ateliers également autour de l'aide à la parentalité. Pourquoi avoir parlé de la prévention spécialisée, la médiation sociale? Parce qu'on voit à quel point dans ce dispositif, les jeunes que nous accompagnons, nous accompagnons des jeunes, et nous voyons à quel point les familles sont peut-être éloignées de l'accompagnement parce que aussi rencontrant d'autres difficultés alimentaires, des addictions malheureusement qui les empêchent peut-être de prendre ce rôle de parents. Et au sein de la Nouvelle-Calédonie, nous travaillons aussi beaucoup, à la fois en établissement scolaire, mais en aller vers, sur la lutte contre différents types d'addictions. Le constat général sur les structures familiales que mesdames les sénatrices et les sénateurs connaissent évidemment, mais ce que je vais dire là, c'est un constat que nous faisons au sein de dispositifs qui n'est pas limitatif, mais concerne ce que les salariés, les bénévoles constatent dans leur accompagnement. Évidemment, une grande part de familles monoparentales qui concernent les territoires. Monoparentales parce qu'il y a souvent des pères, il peut y avoir des pères, mais les pères souvent ne reconnaissent pas les enfants.
On constate également des situations de couple hors habitation conjugale, c'est-à-dire que beaucoup de familles, et on le constate en Martinique, mais pas seulement, des familles qui ne vivent pas ensemble. Le père n'est pas présent au sein de la famille. Donc, dans la quasi-totalité des cas de séparation, l'enfant vit évidemment avec sa mère. Et très peu de... Pourquoi? Une des raisons s'explique par le fait que très peu de familles ont recours à la justice pour organiser la garde d'enfants. Nous constatons également que la présence du père est très forte parce que c'est le père qui décide des rythmes de visite, les rythmes de sortie, les rythmes sans reconnaissance, on va dire, par ailleurs, hein, mais c'est la place il prend cette place-là, alors que la mère conserve le rôle éducatif et économique. J'ai parlé du modèle on parle de modèle de famille, mais la famille élargie est un sujet également. C'est le cas en Nouvelle-Calédonie et aux Antilles, même si ça tend à évoluer. C'est-à-dire qu'au sein d'une famille, la famille, c'est pas le père, la mère et l'enfant. On peut se retrouver à plusieurs générations dans une même habitation. Donc cohabitation dans un même lieu. C'est fortement le cas en Nouvelle-Calédonie, ce qu'on constatons. C'était le cas en Martinique. On le voit que cela évolue avec le départ des jeunes, qui est un vrai sujet, comme vous le savez. Nous constatons également l'influence évidente de la famille élargie sur l'éducation des enfants, et que l'appartenance sociale est évidemment un facteur déterminant. En Martinique, plus de la moitié des structures familiales avec enfants, donc je le disais, sont monoparentales. Et peut-être préciser que dans le cas des familles monoparentales, on peut distinguer les couples séparés et les couples hors cohabitation conjugale. Voilà. Et en tout cas, merci. J'ai essayé d'être synthétique, mais je suis disponible pour répondre à vos questions. Peut-être ajouter et compléter sur le fait que ce que nous faisons comme constat, c'est qu'il y a un certain nombre de... le sujet de la parentalité est traité en Outre-mer, hein, mais sous la forme de grands colloques, de grandes conférences. Ce n'est pas de cette façon, à notre sens, que ce sujet peut être abordé par rapport aux familles que nous accompagnons. Il est important, peut-être, je veux dire, on retrouve dans ces colloques et des conférences des personnes très intéressantes qui connaissent le sujet, mais pas forcément le public que nous souhaitons toucher. Il faut aussi éviter de stigmatiser nos familles qui peuvent avoir un sentiment de jugement, au sens où la parentalité est de l'ordre de personnel, d'une histoire. On constate en effet une méfiance très importante sur les nouvelles pratiques éducatives. Comme vous le savez, malheureusement, nous constatons, et je l'ai dit en introduction, encore trop souvent, des violences éducatives ordinaires qui sont au centre de l'éducation des familles. Et donc cette remise en cause est difficile. C'est pour cette raison que nous abordons le sujet différemment, et on va y revenir. Et c'est peut-être un des premiers constats que nous faisons, l'aide à la parentalité. Il y a des dispositifs, mais pour nous, c'est un dispositif qui doit être transversal à l'ensemble des dispositifs que la Croix-Rouge porte. C'est-à-dire que la première porte d'entrée peut être la précarité alimentaire. Lorsque la famille vient nous rencontrer pour l'aide alimentaire, souvent... on peut parler d'autres sujets, et le sujet de l'enfant, de la famille arrive après. Et même lorsque nous avons des dispositifs comme des lieux de ressources parentalité en Martinique,
Ça ne va pas être une première question. Nous n'allons pas traiter le sujet en tête-à-tête avec la famille pour ne pas stigmatiser, la mettre en difficulté. Donc, c'est des ateliers collectifs. Ils vont parler de leurs difficultés et la question de l'enfant et de l'éducation arrivera après. Et c'est comme ça que nous apportons le sujet. C'est vraiment important en tout cas, c'est un constat qu'on fait, que les dispositifs aujourd'hui doivent être transversaux et qu'avant de traiter la question de la parentalité, nous devons agir sur l'ensemble des vulnérabilités que rencontrent les familles. De plus, et malheureusement, les familles que nous accompagnons, et la crise l'a montré, rencontrent des difficultés alimentaires. Et que c'est le premier sujet. Si vous rencontrez ces difficultés, c'est-à-dire on ne peut pas travailler avec un parent qui n'a pas à manger, qui doit régler ses factures et qui ne sait pas le faire, etc. Il n'est pas disponible pour l'éducation. Donc nous travaillons sur l'ensemble de ces vulnérabilités. Merci. Merci, Madame la Directrice. Vous pouvez éteindre votre micro, s'il vous plaît. Merci. Donc, merci, Madame la Directrice, pour ces propos et ces explications. Donc, je vais, sans plus tarder, laisser la parole aux rapporteurs, aux sénateurs et sénatrices qui souhaitent vous interroger en tant qu'organisation présente dans tous les territoires ultramarins, la Croix-Rouge. Et donc, je passe tout de suite la parole au président Stéphane et rapporteur Stéphane Artano. Merci Madame la Présidente, Madame la Directrice, Mesdames. D'abord, félicitations pour votre implantation, surtout outre-mer. Je pense qu'il faut quand même le dire, parce que vous êtes un acteur majeur et vous rayonnez sur tous nos territoires. Et justement, je voulais savoir si par rapport à l'approche transversale sur la parentalité que vous évoquez et à laquelle je souscris, parce qu'on voit bien que le déploiement de la Croix-Rouge est différent en fonction des territoires. Est-ce que c'est lié à l'histoire de l'implantation de la Croix-Rouge sur ces territoires? Est-ce que c'est lié à des constats opérés sur les territoires? Est-ce que c'est lié aux moyens financiers dont vous disposez? On va aller dans le dur. Est-ce que c'est lié à des choix, entre guillemets, politiques d'orientation de l'action de la Croix-Rouge? Et en l'occurrence, si vous parlez d'approche transversale, est-ce qu'il y a une volonté d'avoir cette approche transversale sur l'ensemble des territoires, ou est-ce que vous plaidez pour une approche un peu territorialisée? Merci, Monsieur le Président. Si vous le permettez, Madame la Directrice, je vais prendre toutes les questions. Je pense que c'est plus efficace dans ce cas-là. Si vous pouvez noter les questions, et puis on y répondra comme ça. J'ai vu que tous les collègues se sont inscrits. Donc, je vais faire dans l'ordre de la table. La rapporteure Elsa Schalck. Merci, Madame la Présidente. À mon tour de vous remercier pour votre présentation et pour vous féliciter pour votre action au quotidien, pour votre présence effectivement sur l'ensemble des territoires et du coup pour votre expertise et la connaissance que vous en avez. On sait bien et on mesure à quel point la Croix-Rouge française est un acteur majeur et un acteur aussi de confiance. Et comme vous l'avez dit, avec une mission finalement qui est très large, pas centrée sur la parentalité en fait à la base, mais plus sur une prévention, une gestion effectivement de risques, même de conflits. Et pour autant, vous vous investissez, et on le voit très bien à travers les différents dispositifs et outils que vous nous avez présentés sur les territoires, à la fois que vous êtes présents, mais également que vous faites preuve aussi d'adaptation en fonction des territoires. Et du coup, ma question rejoindra celle du président Stéphane Artano. Comment vous mettez en fait en place les différents outils et les différents dispositifs, puisqu'on voit qu'une fois il y a l'idée d'une crèche, une fois une distribution de lait médicalisé, donc ça peut être très divers et très large dans les missions. Est-ce que c'est les acteurs locaux qui vous sollicitent en disant il y a un besoin et voilà sur quels sont les outils dont on aurait besoin? Est-ce que c'est les collectivités territoriales, les élus locaux? Comment ça s'explique? Alors, mon collègue Stéphane Artano évoquait l'histoire, les moyens financiers, mais est-ce qu'il y a aussi une approche plus particulière par rapport aux remontées aussi que vous font les familles dans un autre cadre lorsque vous les voyez effectivement pour toutes les actions que vous avez évoquées? Voilà, merci beaucoup.
Merci Madame la rapporteure Victoire Jasmin, qui connaît bien son territoire de Guadeloupe et les territoires aux alentours. Merci beaucoup Madame la Présidente. Madame la Présidente, ainsi que toutes les personnes qui vous accompagnent, je vous remercie pour votre présence et pour quasiment l'exhaustivité des travaux que vous menez sur l'ensemble des territoires. Concernant les crèches, parce que c'est important sur le territoire, il n'y a pas suffisamment de crèches. Lors de nos déplacements, nous avons constaté qu'il y avait vraiment des carences à certains endroits. Et je voudrais savoir quels sont les critères concernant les tarifs. Vous avez évoqué qu'il y avait des tarifs différenciés. Alors, est-ce qu'il y a des critères parce que les personnes travaillent ou pas? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Concernant également tout ce qui concerne la prévention. La prévention, il a vu sur l'alimentation, on a vu sur certains territoires, en fonction des besoins. Alors, vous adaptez votre façon d'appréhender sur chaque territoire, mais en fonction des besoins que vous constatez. C'est de façon différente. Vous ne faites pas les mêmes choses sur chacun des territoires. Voilà, donc c'est en fonction des différents territoires. Et puis les relations avec les collectivités locales. Comment ça se traduit concrètement? Est-ce qu'ils vous sollicitent ou est-ce que c'est vous qui faites la démarche? Et avec les familles aussi, le choix des familles et l'implication des autres acteurs, comme la CAF, la PMI, avec les autres acteurs qui sont identifiés, les conseils départementaux. Voilà. Alors, comment vous travaillez avec ces différents partenaires? Merci beaucoup. Merci, Madame la rapporteure. Le sénateur de Mayotte, Thani Mohamed El Soili, à vous la parole, chers collègues. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Moi, j'aurais une question. Avant cela, je voudrais me joindre aux louanges de Elsa par rapport à l'action de la Croix-Rouge dans nos territoires. Il y a beaucoup de pragmatisme et de professionnalisme. En plus, c'est une association qui est moins militante et qui se contente de faire le boulot pour lequel elle s'est engagée. Et ça fait plaisir, ça aide dans ces territoires. Néanmoins, je vais poser une question qui peut paraître un peu politique, mais Gaël Nerbar, qui connaît très bien Mayotte, je pense, pourra y répondre. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la non-application de l'aide médicale d'État à Mayotte limite encore plus l'accès aux soins? C'est un sujet, c'est un serpent de mer. Tous les rapports ont préconisé la mise en place de l'aide médicale d'État. Et pourtant, on nous dit ça va faire un appel d'air. Et moi, je dis souvent, l'heure n'est plus à l'appel d'air. L'appel d'air est derrière nous. On est à un stade après l'appel d'air. Donc, bon, la réponse est dans ma question, mais est-ce que vous, dans la pratique, vous n'avez pas l'impression que cette non-application, qui grève les crédits déjà minces des hôpitaux, enfin de l'hôpital et des dispensaires, freine encore plus l'accès aux soins? Merci. Merci, monsieur le sénateur de Mayotte. On va passer maintenant à la Guyane avec notre collègue Marie-Laure Pinera-Hort. Vous voyez, les territoires sont très bien représentés ce matin. Merci, Présidente. Alors, c'est vrai que, Madame la directrice générale, nous avons eu une petite discussion dans les couloirs, parce que vous étiez en avance, mais ça ne m'empêche pas de vous poser deux questions. D'abord, vous dire qu'en Guyane et à Mayotte, nous avons ce défi qu'est l'immigration clandestine, et malheureusement, les femmes et les enfants sont souvent victimes des pires atrocités sur les routes migratoires. Ces enfants reçoivent un accompagnement, notamment lorsqu'ils sont en parcours de scolarisation, mais ce n'est pas suffisant. Et cela contribue fortement à l'échec scolaire aussi. J'aimerais savoir si la Croix-Rouge a des préconisations afin d'accompagner ces parents étrangers. Et j'ai une deuxième question suite à votre présentation. Je constate, d'après votre présentation, que la Guyane n'est pas dotée de crèches Croix-Rouge, maisons des familles, prévention des addictions. Ma question est la suivante. À quand le rééquilibrage de nos territoires? Voilà, merci.
Merci, chers collègues. Et enfin, une dernière question de notre collègue un peu moins ultramarin, pardon, Marc Laménie. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et puis merci pour le travail collectif que je partage avec l'ensemble des collègues et des 2 délégations. Je crois que bon, c'est vrai, je ne connais pas du tout. Me suis jamais rendu en territoire ultramarin, mais je crois que c'est aussi une... Non, voilà, non, c'est ça. C'est vrai, mais je voyage grâce à mes collègues. Je crois que c'est ça le plus important, qui connaissent bien le terrain. Alors, bon, c'est vrai que la Croix-Rouge, Madame la directrice et Mesdames, qui représentaient la Croix-Rouge, je dirais, c'est une grande institution. Alors, vous avez cité le nombre de bénévoles. Alors, le nombre de bénévoles pour l'outre-mer et également le nombre de membres du personnel, de salariés qui sont sur le terrain pour l'outre-mer, pour voir un petit peu les effectifs, ce que cela représente. Puis également, bon, il y a le volet humain qui est prioritaire complètement, mais malheureusement tout est financier. Alors je vais parler avec un peu ma casquette de membre de la commission des finances. Il y a la mission enfin, sur le budget de l'État, parce que l'État quand même reste le premier partenaire financier, et même vis-à-vis de l'ensemble des collectivités territoriales, et vis-à-vis des grandes structures, des associations aussi. Il y a la mission Outre-mer, et donc il y a quand même des actions qui apparaissent. Il y a le volet éducation nationale, vous l'avez aussi évoqué, parce qu'il y a quand même bon, les crèches, la petite enfance, le partage de génération. Quels moyens, parce que il y a des collègues qui ont aussi abordé le volet collectivité territoriale. Quelle est l'action des collectivités territoriales en Outre-mer? L'action de l'État est-elle suffisante? Et quels moyens faudrait-il pour, j'irais, améliorer les choses? Bon, de l'autre côté, tout ce qui est crèche haute, petite enfance, il y a les caisses d'allocation familiale qui interviennent également pour le volet famille. Mais bon, là, c'est un autre budget, sécurité sociale, loi de financement de la sécurité sociale. Je dirais, qu'est-ce qu'il manque? Et puis en plus, à coup sûr, vous travaillez aussi avec d'autres associations et d'autres structures, d'autres partenaires institutionnels, les assistantes sociales également. Enfin voilà, il y a un petit peu, c'est une grande chaîne. Mais voilà, mais sur le budget de l'État, puisque nous, on est législateurs, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Voilà, merci beaucoup. Merci, chers collègues. Les questions étaient nombreuses. J'espère que vous les avez bien notées. Et on va vous laisser répondre et vous organiser comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez en regrouper pour faciliter la présentation, vous n'hésitez pas. À vous, Madame la directrice. Merci, Madame la Présidente. Je pense que je vais répondre aux uns et aux autres. Et ça sera peut-être parfois regroupé parce que certaines questions se rassemblaient. Peut-être avant de commencer à répondre, moi aussi j'ai une petite frustration parce que je ne vous ai pas présenté l'ampleur, en tout cas l'ensemble des activités que nous réalisons. Je vous ai rapidement brossé nos interventions sur les territoires et les champs d'intervention, mais derrière ces champs, quand je vous parle de l'accompagnement des personnes âgées, par exemple, il y a plusieurs dispositifs, j'en ai cité, mais en matière de lutte contre l'exclusion, il y a aussi des SAMU sociaux que nous avons. Madame la sénatrice de Guyane, nous avons des centres de santé en Guyane, mais c'est vrai que je n'ai pas présenté tous les dispositifs. Les dispositifs de la Croix-Rouge sur les territoires ne se résument pas à ces dispositifs d'aide à la parentalité, mais je pourrais vous transmettre des éléments sur ce sujet. Pour répondre à votre question, Monsieur le Président, en effet, à quoi est due l'implantation des territoires? Je rappellerai peut-être avant que la Croix-Rouge ne fait pas de politique, même si on est un outil indispensable de politique sociale, et que nous sommes un opérateur. Quel est le moyen de financement de la Croix-Rouge? Donc nous répondons à des appels à projets.
nous répondons à... donc il y a, on va dire, sur tous les territoires outre-mer, excepté le Pacifique Sud, on va dire, nous entrons dans ce qu'on appelle des appels à projets. Et donc, la Croix-Rouge répond à des appels à projets portés par la CAF, portés par la collectivité, portés par l'État, portés par l'ARS. Et dans ce cadre-là, les dispositifs sont créés à ce moment-là. Alors, pourquoi avoir ouvert une crèche à Saint-Martin ou en Nouvelle-Calédonie? Des opportunités qui sont liées évidemment aussi à notre capacité de réponse à un moment donné. Mais force est de constater aujourd'hui que dans tout ce que nous faisons, nous voyons bien que la clé du sujet est d'intervenir le plus tôt possible. Le plus tôt possible, c'est dès l'enfance, dès la petite enfance. Et les enfants ne sont pas seuls, il y a les familles. Et donc, nous pensons aujourd'hui que c'est une priorité, en tout cas pour la Croix-Rouge, de développer des dispositifs, alors particuliers, reconnus comme les lieux parentalité ressources, comme les maisons familles, comme la prévention spécialisée, parce que ça nous amène aussi à travailler avec les familles. Il faut aller vers ça. Et notre rôle d'opérateur essentiel est reconnu, et aussi d'alerter les pouvoirs publics. Mais nous ne pouvons pas prendre l'initiative de créer in situ une crèche si les partenaires responsables institutionnels n'en prennent pas l'initiative. Nous sommes là pour apporter une réponse. Mais nous souhaitons nous développer sur ces sujets. Et nous souhaitons bien en développer davantage, Madame la sénatrice de Guyane, sur la Guyane, n'en doutez pas. Et pourquoi pas Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais non, on peut solliciter, mais pour ce faire, évidemment, Monsieur le sénateur, les financements sont indispensables. J'y reviendrai à la fin de mon propos. Donc, c'est lié à l'histoire, les implantations, aux moyens humains que nous avions aussi, et peut-être rappeler que la Croix-Rouge en Outre-mer, c'est 800 en effet salariés et plus de 3000 bénévoles. Et pourquoi nous parlons des bénévoles? Et je tiens à les saluer, et les salariés aussi, et les rendre hommage, parce qu'ils font un formidable travail. Et c'est pas qu'un travail, c'est un engagement. Les salariés et les bénévoles sont engagés. C'est que nous sommes, et notre force, c'est d'être neutre. Nous regardons ni la couleur, ni d'où ils viennent, ni nous prenons en charge des hommes, des femmes, des enfants vulnérables, parce que en difficulté, nous les accompagnons. Et voilà pourquoi la Croix-Rouge existe, et sa force tient au fait que nous n'avons pas de... Notre neutralité, notre universalité nous rend fort. Alors, comment mettre en place les outils et comment les acteurs locaux nous sollicitent? Vous avez raison. Les collectivités peuvent, et les CAF ou l'État peut nous solliciter, connaissant notre... on va dire notre expérience sur le sujet. À Saint-Martin, la PMI nous demande de, pourquoi pas, ouvrir d'autres crèches. Ça peut arriver, mais nous aussi, nous pouvons proposer. Là, peut-être vous parlez d'un projet, et peut-être que je vais y revenir sur la nécessité pour nous d'accompagner les jeunes mères. On a parlé de familles monoparentales, donc il s'agit surtout des jeunes femmes. Et le SMA, le service militaire adapté, comme vous le savez, a été interpellé par le fait que les volontaires qu'ils accompagnent abandonnent leur formation parce que souvent ces jeunes filles ont des enfants. Et donc aujourd'hui, il y a un projet, il y a sur l'ensemble des SMA des projets de crèche, et la Croix-Rouge va accompagner ces projets de crèche avec le SMA, et nous sommes sur un projet en particulier en Martinique actuellement. Pourquoi cet exemple? Pour vous dire que l'insertion professionnelle des femmes
participe aussi au fait qu'elles puissent, elles, demain, se concentrer aussi sur l'éducation de leurs enfants. Sur les tarifs différenciés dont vous avez parlé, Madame la sénatrice Jasmin, peut-être vous dire que le cas est particulier en Nouvelle-Calédonie, hein, c'est-à-dire que la PSU n'existe pas. La PSU n'existe pas en Nouvelle-Calédonie. Et il y a 4 crèches associatives, dont 2 de la Croix-Rouge à Nouméa. Et l'autre, elle est gérée par le CCAS de Nouméa. Et en ce qui nous concerne, avec les partenaires qui nous financent, à savoir la CAFAT, donc la Caisse de sécurité sociale de Nouvelle-Calédonie, l'État et le CCAS de Nouméa, nous pouvons proposer ces tarifs différenciés. La demande est grande. Et malheureusement, nous aimerions faire plus et mieux, mais nous n'avons pas les financements. Donc ça, c'est pour le cas particulier de la Nouvelle-Calédonie. Sinon, sur le reste du territoire, ça s'applique, la règle est la même, à savoir le financement par la CAF des crèches. Néanmoins, la difficulté, et vous connaissez très bien le sujet, c'est que nos crèches, elles ont à acheter des produits, à financer du personnel, et donc les salaires sont, comme vous le savez, plus importants parce que nous avons la prime de vie chère, etc., qui est aussi intégrée pour la Croix-Rouge, pas totalement, mais en partie. Et ces coûts supplémentaires ne sont pas forcément intégrés dans la PSU. Alors, monsieur le sénateur qui me posiez la question de savoir comment vous, parlementaires, pouvez en effet agir, peut-être questionner, revoir la question de la PSU en Outre-mer et prendre en compte l'ensemble de ces spécificités, parce que des opérateurs comme nous voyons bien à quel point cela peut être difficile au regard du coût de fonctionnement d'une crèche. Et là, je ne parle pas forcément, je veux dire, du coût de fonctionnement en général, avec les produits que nous devons en effet acheter et acquérir. Très bien, pardon, je reprends. Madame la sénatrice Phinera-Horth, sur l'accompagnement des parents étrangers en Guyane, mais pas qu'en Guyane, c'est le cas aussi en Martinique, parce que nous avons... C'est vrai que la difficulté que j'ai, c'est que je n'ai pas présenté nos dispositifs d'accompagnement des demandeurs d'asile, par exemple, que Madame la sénatrice connaît bien en Guyane, mais nous en avons aussi en Guadeloupe et en Martinique. Et en tout cas, à Mayotte, la Croix-Rouge n'est pas agréée pour accompagner les demandeurs d'asile. Sur les autres... Pardon ? En revanche, on n'est pas agréé, mais nous accueillons toutes les personnes vulnérables sans regarder forcément le statut. Donc nous avons des dispositifs de lutte contre l'illettrisme. En fait, la force de la Croix-Rouge est aussi d'avoir des bénévoles qui vont faire de l'accompagnement scolaire, de la lutte contre l'illettrisme, de la formation en langue étrangère. Je ne sais pas comment ça s'appelle, merci. J'ai oublié, mais ça va revenir. Le FLE, voilà. Et ce travail est fait au sein de dispositifs, c'est-à-dire que les bénévoles vont organiser des temps d'échange avec les personnes en situation irrégulière. Nous proposons également, nous avons des dispositifs portés par les bénévoles de vestiboutiques. Ce sont des lieux où nous avons des vêtements, certes de seconde main, mais pas que, parce que nous avons des dons aussi de boutiques qui nous donnent des vêtements. Et donc nous proposons des tarifs, parce qu'il est important pour nous, mais je veux dire, ça va être...
50 centimes, 1 euro, 2 euros. Hein. Et pour ces personnes, c'est aussi important de participer. Donc nous avons des vestiboutiques sur une majorité des territoires. Et l'accompagnement se fait aussi au travers des centres de santé, comme je le disais, donc sans différenciation de public. Et comme vous le savez, Madame la sénatrice, en Guyane, nous avons la charge de la seule plateforme d'aide alimentaire de Guyane. En fait, il n'y a pas de banque alimentaire en Guyane, c'est comme à Mayotte. C'est la Croix-Rouge qui joue ce rôle. Et comme je l'ai insisté, cette porte d'entrée est vraiment importante pour nous pour travailler avec les familles. Voilà. Sur la non-application de l'AME, l'aide médicale d'État à Mayotte. Vous avez raison, monsieur le sénateur. L'aide médicale d'État n'est en effet pas appliquée. Vous savez, la Croix-Rouge est neutre et ne va pas forcément... c'est un sujet politique, comme vous l'avez dit. Ce que je peux dire, c'est qu'en effet, il y a un sujet de convergence des droits en général à Mayotte que vous connaissez bien. Et nous voyons, en effet, nous, sur le terrain, qu'il est important que ce sujet soit traité. Mais la Croix-Rouge, dans ce qu'elle... dans ce qu'elle apporte est financée, on va dire, pour tous les types de publics. Nous ne différencions pas. Bonjour. Nous ne faisons pas de différenciation. Donc, mais je comprends que ce sujet soit important. Sur monsieur le sénateur Laménie, sur les moyens, quels moyens faut-il pour améliorer? Vous aviez parlé j'ai parlé de PSU Outre-mer à étudier, évidemment. Mais avant de parler moyens financiers, je tenais à... Donc, le rapport, pour nous, en tout cas, ce travail que vous faites est très important pour mettre en lumière l'importance de travailler sur la parentalité en Outre-mer. Et je pense qu'en effet, il faut cartographier les besoins. La particularité qu'on a, c'est qu'on est présent sur le territoire, mais le sujet n'est pas le même en Nouvelle-Calédonie ou en Guyane ou en Martinique ou en Guadeloupe. La place du père, cette question de cohabitation conjugale, je ne sais pas si vous l'aviez en tête, mais c'est un phénomène très prégnant hein, aux Antilles, en particulier en Martinique. Les familles ne vivent pas ensemble. Donc peut-être, en termes de recommandations, cartographier les besoins en matière de dispositifs et par territoire. Ce que nous, on constate, nous qui sommes opérateurs de terrain, c'est que nous avons une multitude de partenaires, associations certes, mais de financeurs. Vous aviez parlé de la CAF, de l'État, des collectivités donc CCAS, quand je dis la CAF, je ne parle pas de la CGSS qui peut-être dans son action sociale peut être amenée. Qui est chef de file de l'aide à la parentalité sur un territoire? C'est une question. Peut-être. Alors, j'ai une réponse, mais j'ai une réponse ce que je veux dire, c'est que peut-être repérer sur les territoires le chef de file qui permettrait de voir, de prendre, comment dire, les différents financements pour financer les politiques. Parce que nous, opérateurs, nous allons en fait répondre à la DETS qui va faire un appel à projet, politique de la ville, la CAF sur un autre sujet, etc. Alors que vous voyez, comme la Croix-Rouge est très généraliste, nous souhaitons, nous, en effet, financer quoi? Des postes. Parce qu'on n'a pas un dispositif, on a des dispositifs, des lieux d'accueil, etc. Mais on souhaite pouvoir travailler lorsque nous accompagnons en matière les familles en matière de précarité alimentaire,
C'est par ce biais-là, et je vous invite à venir nous voir sur le terrain, mesdames et messieurs les élus, lorsque vous êtes de passage sur vos territoires, de venir rencontrer nos équipes pour que vous voyez à quel point ce travail transversal est vraiment fait. C'est-à-dire que la porte d'entrée n'est pas la parentalité forcément. La porte d'entrée va être le besoin de s'habiller, le besoin de manger, le besoin d'ouvrir des droits, la sécurité sociale, le besoin de trouver un emploi. Et si nous ne réglons pas ces questions-là, nous ne pouvons pas travailler. Les parents ne sont pas disposés et surtout pas disponibles. Nous voulons, il faut aussi considérer que les associations comme les nôtres, nous demandons tous les ans des financements sur ces dispositifs. Imaginez dans quelle situation d'insécurité, d'instabilité juridique et financière nous nous trouvons. Les dispositifs sont là, ils ne vont pas disparaître, mais la demande de subvention, il faut la faire tous les ans. Donc c'est un temps qui n'est pas passé, le temps de ces équipes n'est pas sur le terrain. Même si on a la machine Croix-Rouge quand même, je veux dire, derrière, mais il faut considérer que ce temps de réponse aux appels à projets est un temps qui est un temps certain. Nous proposons qu'il y ait des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens qui devraient pour nous être, pour les opérateurs comme les nôtres, un outil privilégié indispensable. C'est le cas sur certains territoires, je ne les citerai pas, ce n'est pas le cas partout. Nous privilégions vraiment, ce que nous portons aussi, c'est que peut-être sur ces questions qu'il y a un guichet unique. Qu'il y a un guichet unique. Il faut rendre visible l'accompagnement des personnes âgées, des familles aussi. En introduction, je parlais de tabou ou de non-stigmatisation. C'est qu'il faut accompagner aussi la question par des messages au plus près, au plus tôt. Nous sommes pour, on a un dispositif qui est l'option Croix-Rouge, mais d'autres, que la question des stéréotypes de genre, parce que ça commence par là, ça commence par là, eh ben, que cette question soit aussi, la question des stéréotypes ou de l'égalité, soit abordée dans les collèges, et on le fait, je vous l'ai dit, on accompagne... Pardon, je vais continuer. J'ai peut-être résumé en termes de recommandations. Donc, cartographier les besoins en matière de dispositifs, définir un chef de file en matière d'aide à la parentalité, déployer un plan spécifique d'aide à la parentalité avec des moyens dédiés et par territoire. On avait l'outil, le précédent outil de plan, la stratégie pauvreté, le plan pauvreté sur les territoires a été très... nous, on a vu les avantages. Il y a eu des dispositifs financés sur certains territoires grâce au plan pauvreté. Donc, il faudrait peut-être envisager ce type d'outils. Faire entrer la notion de parentalité, donc j'en ai parlé, donc au sein du collège, la notion de parentalité, peut-être passer par là. Renforcer évidemment les moyens financiers, mais les moyens financiers, c'est nous permettre d'avoir des ETP, ce qui n'est pas simple. Parfois, je le dis vraiment, on a l'État qui finance, mais pas la CAF, parfois la collectivité. Donc, c'est à nous d'aller chercher et de proposer des dispositifs. Et il faut que ce soit co-construit avec des partenaires comme les nôtres. Améliorer l'accès au soutien psychologique pour les parents. On ne peut pas travailler auprès des parents si ils rencontrent, et on le voit de plus en plus malheureusement, et 6 à 9 mois pour avoir des rendez-vous en CMT sur certains territoires. On ne peut pas se concentrer sur l'aide à la parentalité si la personne n'est pas accompagnée. Renforcer les structures d'accompagnement d'accès aux droits, mais comme je vous l'ai dit, l'essentiel c'est de couvrir l'ensemble des sujets, et un sujet majeur pour nous, c'est poursuivre l'effort en matière d'agrandissement du parc immobilier social. Là, ça concerne vraiment tous les territoires, en construisant des ensembles à taille humaine et favorisant la mixité sociale. Nous savons faire ça aussi. Nous avons des tiers-lieux.
Et nous souhaitons ensuite travailler davantage sur la gratuité des services pour les personnes éloignées de l'emploi dans une démarche active d'insertion pour permettre aux femmes d'accéder à l'emploi. Et enfin, nous proposons de travailler aussi un travail sur l'octroi de mer, hein, car les dons et biens de première nécessité pour les enfants en bas âge ont l'octroi de mer sur ces produits-là. Donc on propose ce travail-là. Je souhaite... voilà, donc vraiment peut-être rappeler, pour nous, l'aide à la parentalité est un sujet, mais s'il y avait un message à faire passer, c'est qu'il faut travailler sur l'ensemble des vulnérabilités des parents avant de poser cette question d'éducation et de dispositif. Je vous remercie beaucoup et je vous invite encore une fois à venir visiter nos territoires et les dispositifs portés par nos salariés et bénévoles que je remercie parce qu'ils font un travail vraiment formidable. Merci. Merci Madame la directrice. Avec le président de la délégation et les membres de la délégation Outre-mer, nous vous remercions pour toutes les réponses que vous avez pu apporter aux rapporteurs, aux collègues qui étaient présents ce matin. N'hésitez pas éventuellement à nous adresser des compléments de réponse par mail. Ils seront intégrés à notre réflexion afin d'avancer sur ce sujet de la parentalité dans les territoires outre-mer. Merci de votre disponibilité. Et on va laisser place à une autre réunion juste après, qui était à 10h15, je crois. Donc, les réunions de travail s'enchaînent et nous étions dans un temps contraint. Merci à tous et à toutes. Bonne journée.